Alors, bonjour Enma. Je suis présentement avec Enma Braham, qui est directrice de l'Institut du Québec. Bonjour. On va en parler tantôt. Bonjour, Christian. Good. Alors, Enma, tu viens de faire une superbe conférence à la conférence immobilière sur, c'est un petit peu plus basé sur le commercial puis l'industriel, tout ça, mais toi, je pense que tu es un petit peu plus large, tout ça. J'aimerais que tu nous parles justement, c'est quoi l'Institut du Québec, juste pour qu'on se situe là? Bien sûr, on est un centre de recherche économique qui a été fondé à l'origine par HEC Montréal et le Conference Board du Canada pour se pencher sur les enjeux socio-économiques du Québec, donc autant le développement économique en tant que tel, le développement sectoriel, le développement des régions, mais aussi beaucoup la main-d'œuvre, les enjeux de formation, d'immigration et les finances publiques québécoises. Okay. Donc, on est un groupe principalement d'économistes et on essaie de répondre un peu aux questions que les gens se posent sur l'économie. Mais ça tombe très bien, tu ouvres la porte, parce que justement, on en a plein de questions. En fait, j'aimerais qu'on couvre à peu près 5 secteurs. Puis là, je les ai écrits parce que si je n'écris pas, moi, j'ai tendance à aller un peu partout. Puis je vais te gager que même en les écrivant, on va s'en aller un peu partout. Mais je veux qu'on parle d'économie. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'immigration, le marché du travail, un petit peu aussi au niveau de la construction. Puis en 5e point, les taux. Hein? Parce que ça, c'est la grande question qui brûle les lèvres de tout le monde. Au niveau économique, on a eu une annonce hier qui est partie dans tous les sens là, pour dire que, le produit intérieur brut, c'est de 1,9 sur un trimestre à l'autre, en trimestre annualisé. On s'en va-tu dans le bon sens par rapport à ça? Puis je sais aussi qu'on voulait freiner les dépenses de consommation. Là, pour une des premières fois, les dépenses de consommation ont baissé depuis la pandémie. Puis surtout les services. Les services, c'est ce qui drivait beaucoup l'inflation. Dernièrement, on n'arrivait pas à baisser les services. Les biens, ça avait baissé un peu. Là, les services ont baissé. Fait que ça fait du bien. Comment tu vois ça là, dans le futur, tout ça? Là? Bien, il faut se remettre un petit peu en contexte. Donc, l'objectif de la hausse des taux d'intérêt qu'on connaît depuis mars 2022, leur objectif, c'est vraiment de venir ralentir l'économie, d'induire volontairement un ralentissement ou même une récession à l'économie canadienne pour calmer la demande des entreprises, calmer la demande des consommateurs et limiter ou réduire la pression sur les prix. La question, c'était de savoir quand est-ce que ça va réellement se faire. Puis on voyait les taux d'intérêt qui augmentaient sans cesse avec une économie qui continuait à croître tant au Québec que dans le reste du Canada. Alors, c'est quoi le défi? C'est que l'impact des taux d'intérêt, l'impact des taux directeurs, il a un effet retardé. Donc, on n'a pas encore vu, même aujourd'hui, l'ensemble de l'impact de toutes les hausses de taux directeurs qu'on a connues. Et donc, les banques centrales sont obligées de regarder un petit peu au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe dans l'économie réelle plusieurs mois après la hausse des taux directeurs. Là, on a eu une croissance économique qui ralentissait, mais qui continuait quand même en territoire positif pendant plusieurs trimestres après le début des hausses des taux directeurs. Puis là, pour la première fois, on a vu le Québec, en tout cas, aller en zone négative avec une réduction quand même assez importante pour le deuxième trimestre de 2023. Et ce qui semble être à l'œuvre aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu le disais, une baisse de la consommation finalement. Puis ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que la consommation des ménages restait forte pendant plusieurs mois, probablement parce que il y avait une épargne qui avait été accumulée pendant la pandémie, qui était toujours là, qui a pris quand même pas mal de temps à être complètement dépensée. Donc, on se souvient, pendant la pandémie, on a été nombreux à garder nos salaires, mais à moins dépenser. On a reçu des transferts, autant du provincial, du fédéral, qui ont fait qu'on avait une petite cagnotte à la sortie de la pandémie qu'on pouvait dépenser. Puis, ça a quand même pris du temps. Puis il y a eu des aides quand même qui se sont poursuivies, rappelons-nous, jusqu'en décembre dernier c'était plus ciblé, mais quand même plusieurs ménages qui ont reçu des aides au Québec jusqu'en décembre 2022. Et donc, cette épargne accumulée, elle se consomme, mais petit à petit, ce qui vient comme maintenir finalement la demande pour les biens, mais aussi beaucoup pour les services à un niveau assez élevé. Exact. La pénurie de main-d'œuvre aussi a fait en sorte que les salaires sont partis pendant un bout de temps de la croissance. Ça s'est calmé. Mais disons que je ne voudrais pas être dans la position du gouverneur du Canada, de la Banque du Canada en ce moment, parce que dernièrement, on disait que ça reste
ça risque d'être statu quo. Dans les 2 dernières semaines, on disait, ben non, les taux vont se mettre à augmenter parce que... Puis là, les chiffres d'hier font en sorte que, bon, on dirait qu'on s'en va dans le bon sens, mais disons que c'est une décision assez chaude de décider à la prochaine annonce. Je pense que ça va être à la fin octobre pour décider d'une hausse ou de le maintenir, là. Oui, puis peut-être un des éléments à retenir, c'est que la Banque du Canada va regarder l'ensemble de l'économie canadienne. Puis ce qu'on voit, c'est que le Québec se distingue peut-être un petit peu du reste du Canada par un marché qui va être plus serré, notamment parce que le marché du travail est plus serré. Donc, taux de chômage plus faible, 4,3 au Québec, 4,5 dans le reste du Canada en août dernier. Des salaires qui augmentent aussi plus rapidement au Québec que dans le reste du Canada, en tout cas au cours des derniers mois. Donc, on a un vieillissement de la population qui se fait sentir de manière un peu plus aiguë au Québec qu'ailleurs. Et donc, on a un marché qui se resserre un peu plus. Donc, quand on regarde juste les données du Québec, parfois, on peut avoir l'impression que le marché est encore vraiment beaucoup sous pression. La Banque du Canada, elle va regarder l'ensemble de la fédération pour prendre une décision. Amina, est-ce que pour le Québec en particulier, on a vécu d'immenses feux de forêt qu'on n'avait jamais vécu, c'est historique, puis il disait que c'était peut-être un impact qu'il y avait sur beaucoup de choses, le marché du travail, l'inflation, tout ça. Est-ce que vous autres, vous avez eu le temps de regarder, est-ce qu'il y a eu assez de temps pour voir l'impact des feux de forêt potentiels? Ouais. C'est pas quelque chose qu'on a étudié. Je ne sais pas exactement quel pourrait être l'impact. Le marché du travail québécois, comme je disais, il reste encore très serré, mais on remarque quand même, si on regarde depuis le début de l'année, depuis janvier 2023, on voit quand même qu'on a eu on a à peu près 7 000 emplois de moins, on a davantage de chômeurs qu'avant. Donc, il y a quand même un certain relâchement du marché du travail québécois. On voit aussi dans les postes vacants. Puis ça, c'est un petit peu l'espoir, en fait. Le meilleur scénario possible, c'est de voir un ralentissement, par exemple, du marché du travail via des postes à pourvoir qui s'élimineraient. Donc, en gros, on sait au Québec, il y avait à peu près 200 000 postes à pourvoir. Donc, c'est vraiment des postes pour lesquels les employeurs ne trouvent pas de candidats. Ouais. Fait que là, l'espoir de beaucoup d'économistes, c'était de voir ce nombre diminuer sans pour autant voir trop d'augmentation de chômeurs. Et au cours de l'été, en tout cas, c'est ce qu'on a vu. Les postes vacants ont diminué de manière plus rapide que l'augmentation du nombre de chômeurs. Et donc, ça voudrait dire, idéalement, que les entreprises vont se dire, il y a de l'incertitude, on n'est pas trop certain, peut-être qu'on a des contrats qui ont été perdus pour plein de raisons. Ce que je vais faire, c'est avant de mettre à pied mon monde, je vais moins recruter. Je vais essayer de moins recruter, puis de toute façon, j'ai du mal à le faire. Donc là, je vais un petit peu enlever quelques affichages de postes, mais je vais garder mon monde parce que je sais que quand ça va reprendre, je vais avoir du mal à les retrouver. Fait que je les garde. Oui, exact. En fait, tu as un très, très bon point. Trouver les gens puis les retenir, c'est une grosse affaire. Fait que là, ça tombe bien parce qu'on parlait un petit peu d'immigration qui pourrait être une partie de solution à ça, mais je voulais savoir, au niveau de l'immigration, on connaît les chiffres, c'est écrit un peu partout, qu'est-ce qui rentre au Québec, puis qu'est-ce que le gouvernement fédéral veut avoir comme immigration, mais c'est qui qu'on vise exactement? Parce qu'en réalité, avec notre population qui vieillit, on a même les gens en âge de travailler qui vieillissent aussi, on a certains secteurs de nos industries. Je pense même tantôt, dans ta conférence, tu parlais de la construction. La construction, les métiers, les nouveaux arrivants, là, c'est quelque chose que je n'ai pas analysé, mais j'ai entendu dire qu'ils ne sont pas intéressés beaucoup par la construction, ils sont plus intéressés par... Ils arrivent des fois diplômés dans un paquet d'affaires de très haut niveau, dans la tech, dans les médias, puis tout ça, mais pas la construction. Fait que comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Puis c'est qui qu'on attire, qu'on veut attirer? Alors, il faut vraiment faire un peu la distinction entre deux types d'immigration qu'on reçoit actuellement au Québec. Il y a l'immigration permanente qui est vraiment plus ciblée, avec des critères bien particuliers, et de l'immigration temporaire. Et là, c'est très hétérogène. Tu as autant les étudiants internationaux, il y en a qui travaillent un petit peu, mais bon, peut-être moins toucher les secteurs de la construction. C'est une grosse masse, ça, hein? C'est exactement. En tout, là, en termes de résidents temporaires, on a accueilli à peu près 90 000 personnes en 2022. Juste pour comparaison, le seuil d'immigration permanente, là, celle qui est ciblée, c'est 60 000. Fait que nous, on parle beaucoup des seuils dans le débat public. On parle beaucoup des seuils, puis là, augmenter 45, 50, 65.
Mais c'est les résidents permanents, ça. Mais ça, c'est les résidents permanents. Maintenant, c'est une partie uniquement du nombre de nouvelles personnes qui arrivent et qui travaillent au Québec aujourd'hui. Donc, les immigrants temporaires sont maintenant beaucoup plus nombreux, puis c'est très hétérogène. Puis tu as à la fois, bon, des étudiants, comme je disais, mais tu as aussi tout ce qui est permis de travail temporaire. Donc, ça va être dans des secteurs comme l'agriculture, la transformation alimentaire. C'est très, très, très pointu. Puis on a des PMI, donc c'est des programmes vraiment pour aller chercher des compétences très particulières dans les technologies, etc., etc. On a assez peu de personnes qui vont travailler, par exemple, dans la construction à travers ces résidents temporaires-là. Maintenant, pour l'immigration permanente, historiquement, le système de ciblage du Québec, ça a toujours été comme un système de points où tu gagnes plus de points si tu es diplômé universitaire. Tu gagnes plus de points si tu parles français, etc., etc. Et donc, on a beaucoup ciblé les travailleurs les plus qualifiés, donc diplôme collégial, diplôme universitaire, secteur de pointe. Aujourd'hui, ce qui est mis sur la table par le ministère de l'Immigration là, pour la nouvelle programmation qui va commencer en 2024, c'est de changer ce système de points pour aller avec un système qui va plus être cibler certains profils là où il y a de la demande de main-d'œuvre plus particulière. Puis là, ils ouvrent la porte aux métiers. Donc, aux diplômés, aux personnes qui ont un diplôme de formation professionnelle, de formation, certaines formations techniques, etc. Puis là, ça va peut-être être une voie pour attirer davantage de personnes qui vont travailler justement là où on a le plus de besoins actuellement. Mais ça reste que le plus gros de l'immigration permanente au Canada comme au Québec, ça a toujours été, en tout cas historiquement, de la main-d'œuvre ultra qualifiée. Là, plus on parle de diplôme universitaire et collégial. Fait que ça vient répondre, oui, aux enjeux démographiques, mais c'est plus à long terme. Ça ne vient pas nécessairement répondre à mon besoin actuel maintenant si j'ai des postes, par exemple, de métier là, en construction que je n'arrive pas à combler, ou plus, ça me touche moins ici, mais tout ce qui est les secteurs des services, la restauration, l'hébergement, c'est là qu'on voit le plus gros volume de postes pour lesquels il n'y a tout simplement pas de candidats. Puis l'immigration ne va pas venir vraiment répondre à ces besoins-là. Oui, à court terme. Bien, en fait, en économie, en général, tout est moyen à long terme. C'est rare que des effets de quelque chose sur du court terme, là. Fait qu'il faut toujours, tu sais, même les taux, les effets des changements de taux, ça font sentir comme 4 à 6, 8 trimestres plus tard. Fait que là, au moins, on commence à en ressentir maintenant les effets. Bon, je pense qu'on a parlé un petit peu en même temps de l'immigration, on a parlé du marché du travail. J'aimerais qu'on touche un peu au marché de la construction en ce moment. C'est un marché qui nous touche beaucoup parce qu'on est dans un milieu d'immobilier. La construction est au ralenti, comme ça se peut pas. Puis évidemment, les effets de la pénurie, les effets en ce moment du taux d'intérêt qui est tellement élevé. Nous autres, on est des spécialistes en financement commercial puis de construction, puis on est constamment, quelque chose qu'on ne faisait pas avant, mais constamment en train de recalculer les pro-forma pour les clients en remettant des nouveaux taux d'intérêt, en remettant des fois des hausses de coûts. Puis c'est pas facile de se sortir de ça. Maintenant, même si la construction reprenait, là, il y a une question de vitesse de construction, il y a une question aussi de délai, parce que même si on met une pelle dans terre demain, les unités vont être disponibles seulement dans à peu près 12, 18, 24 mois. Puis, il y a les nouveaux arrivants qui sont là. Ça crée toute une grosse pression. Comment tu vois Moi, j'ai comme l'impression qu'on ne s'en sortira pas, là, dans le sens qu'on va toujours être en pénurie de loyers, puis les loyers vont continuer à augmenter parce que je ne vois pas comment mathématiquement on va pouvoir renverser ça dans un laps de temps. Même, là, je ne parle plus de court terme, là, même du long terme, là, sur du 7 à 10 ans. As-tu une vision plus optimiste? Bien, le défi, ça semble vraiment de rattraper un certain retard. Ce qu'on voit, c'est que même avant la pandémie, puis avant donc la hausse des taux d'intérêt qu'on connaît, avant l'augmentation de l'inflation, etc., on voyait que les mises en chantier n'augmentaient pas aussi rapidement, par exemple, que la croissance de la population, si on parle du logement, du marché du logement. Donc, dès 2018, à peu près, on voyait qu'il y avait un peu un détachement. Alors que l'économie allait bien, on avait une bonne croissance, les taux d'intérêt... Avant la pandémie. Là. C'est ça, les taux directeurs étaient au plancher. Et donc, on aurait dû construire plus. À ce moment-là, on ne l'a pas fait. Donc, on arrive à la pandémie, puis tous les séquelles qu'on connaît, avec déjà un déficit. Donc là, maintenant, c'est comment rattraper ce retard. On a vu les mises en chantier qui augmentaient
tout cas pour le marché du logement, encore une fois, un petit peu en 2021 parce que c'était la reprise, puis les besoins étaient criants. Il y a eu une petite augmentation des mises en chantier, puis c'est vite revenu à un niveau plus faible à cause de l'augmentation des taux directeurs. Fait qu'à moyen terme, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même si les besoins sont criants, on pourrait penser que c'est rentable, là, les projets d'investissement sont rentables, mais c'est tellement cher et lent de construire que il n'y a pas vraiment beaucoup d'incitatifs pour un investisseur de faire cette première pelletée de terre. Et donc là, le défi, c'est de dire, quand est-ce qu'on va revenir à un niveau plus normal? C'est sûr que les taux directeurs qui recommenceraient à diminuer, on espère. Les prévisionnistes, le consensus là, que nous, on regarde, c'est qu'à partir de la deuxième moitié de 2024, on devrait commencer à diminuer les taux, donc ce qui viendrait soulager les coûts de financement pour les investisseurs. Mais il y a aussi le fait que, avec le ralentissement économique qu'on induit justement avec la hausse d'été, il y a une diminution de l'activité économique, donc une diminution de la demande, donc potentiellement des diminutions de prix. Et donc ça pourrait aussi peut-être donner accès, par exemple, à un premier achat à certains acheteurs, puis un peu désengorger le marché locatif. Fait que c'est un petit peu les deux choses qu'on regarde. Les taux qui vont diminuer pour soulager le coût de financement, puis de l'autre côté, vraiment, les prix en tant que tel, le niveau de prix, que ce soit pour le résidentiel ou pour les matières premières, etc., qui, avec un ralentissement économique, normalement, devrait diminuer aussi un petit peu. Fait que c'est comme un petit peu les deux moteurs qui viendraient réduire un peu ces pressions-là. Exact. Mais c'est tellement un gros ensemble de données. Par exemple, à un moment donné, l'approvisionnement était tellement difficile dans le monde de la construction. Là, ça s'est calmé un peu. Mais encore là, avec la guerre en Ukraine, avec la Chine je pense, la Chine est en déflation en ce moment-là. Oui. Fait qu'il y a tellement d'effets extérieurs. On a aussi des changements au niveau de tous nos accords avec les Américains, avec tout ça. Fait il y a des pressions qui viennent de partout. On a parlé là, justement de la main-d'œuvre qui va peut-être même devenir encore plus anémique, en tout cas dans les métiers. Fait que c'est plein de choses. Puis au-delà de ça, il y a le taux d'intérêt, il y a le coût d'emprunt, tout ça. Fait que là, c'est tout ça qu'il faut faire du ménage dedans. Je ne sais pas si les gouvernements vont commencer à alléger les règles puis être un peu plus permissifs pour pouvoir faire de la construction, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de passer à un autre niveau. Puis dans ta réponse tantôt, tu as amené le cinquième sujet, en fait, c'est les taux. Puis je suis curieux de savoir, au niveau des taux, puis au niveau du marché économique en ce moment, comment tu vois ça? Est-ce qu'on est en récession? On s'en va en récession? Je sais que je lisais, je pense que c'est Jimmy Jean de Desjardins qui disait, écoute, indéniablement, on s'en va. Tu sais, Desjardins a comme pris la décision que c'était sûr que c'était une récession, là, qu'on s'en allait là. Je ne sais pas s'ils ont changé. Là. Il est supposé de faire quelque chose aujourd'hui pour en discuter. On est où là-dedans? Bien, c'est ça, c'est que finalement, là, on a vu les prévisions de Jimmy puis d'autres prévisionnistes changer constamment au cours de la dernière année. Fait que là, c'est ça, il y a un petit peu 3 scénarios qui sont sur la table, 3 possibilités là qu'on regarde. Ou bien, il y a effectivement une récession, on est déjà dedans, puis on ne sait juste pas encore, donc on va le voir quand les chiffres du PIB du 3e puis du 4e trimestre de 2023 vont sortir, puis on aura été en récession, puis on en est déjà sorti. La deuxième option, c'est l'atterrissage en douceur. Puis il y a de moins en moins d'économistes qui adhèrent à cette hypothèse-là, mais en gros, ça voudrait dire qu'on a réussi à augmenter les taux d'intérêt suffisamment pour ralentir la demande puis alléger la pression sur les prix, mais sans qu'il y ait trop d'impact sur l'activité économique réelle. Et donc, ça voudrait dire notamment que, oui, l'activité économique diminue un petit peu, mais on n'a pas de mise à pied massive, par exemple. Le taux de chômage reste faible. C'est surtout les postes vacants qui sont supprimés. Donc, les ménages gardent leurs revenus. Et il n'y a pas tant d'effet de récession comme on en a l'habitude. Donc, ça, c'est comme un peu le meilleur scénario possible. Puis, les données sur le marché de l'emploi au Québec, en tout cas, vont plutôt dans cette direction-là. Il y a peu de personnes qui prévoient des mises à pied, donc vraiment des licenciements ou un impact important sur le marché de l'emploi québécois parce qu'il est tellement serré, il y a tellement d'enjeux d'offres que on devrait moins
c'est pas les impacts de la récession qu'on connaît habituellement. Sur les marges bénéficiaires des entreprises, etc., qui seraient touchées. Donc ça, c'est l'atterrissage en douceur. Troisième scénario, puis qui prend de plus en plus d'espace, c'est de dire, en fait, même avec toutes les hausses de taux directeurs qu'on a connues, ça n'a pas été suffisant pour calmer l'activité économique, pour ralentir l'activité économique, et que donc, on risque de rester en territoire morne, disons, donc pas beaucoup de croissance pendant plus longtemps, des taux directeurs plus élevés pendant plus longtemps, parce qu'il va falloir lutter contre l'inflation plus longtemps, même qu'on a une économie qui tourne pas loin de zéro. Fait que ça, c'est comme une récession ou un ralentissement long et douloureux. Ça, c'est l'option 3. Donc ça, c'est vraiment l'incertitude de dire dans quel scénario on se trouve exactement. Ça va avoir un impact sur les travailleurs, sur les Québécois, puis ça va avoir aussi un impact sur les entreprises. OK. Quand on regardait, on écoutait les économistes il y a à peu près un an et quelques, on nous disait que les taux d'intérêt, surtout le taux directeur, allaient commencer à baisser au premier trimestre de 2023. On t'a entendu tantôt parler du milieu 2024. Ça veut dire qu'on a comme repoussé de 12 à 18 mois ce que les économistes avaient pensé au niveau du début des baisses. Est-ce que présentement, on sent vraiment qu'on s'en va vers ça? Est-ce que le coup de fouet a été assez fort dernièrement par la politique monétaire? Bien, il y a plusieurs choses qui jouent à la fois en faveur d'un relâchement du marché. Par exemple, si on reste dans le reste du Canada, quand même, les flux migratoires plus importants. Oui, on en parle au Québec, mais dans le reste du Canada, c'est beaucoup plus important. Ça vient un petit peu avoir un impact probablement sur le marché du travail en desserrant un peu certaines pressions. Il y a la consommation des ménages qui semble finalement diminuer un petit peu. Donc, tous ces éléments montrent un certain relâchement de la pression sur les prix. Par contre, c'est énormément d'incertitudes quant à l'impact réel. Puis la question, c'est oui, quand est-ce que les taux vont commencer à diminuer, mais aussi la grosse question, c'est où est-ce qu'on va atterrir. Ça veut dire, lorsque le bon coup a été donné, on commence à diminuer les taux, mais jusqu'où est-ce qu'on va les diminuer? On revient-tu à des niveaux planchers comme avant la pandémie? Probablement pas, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment dans un nouveau régime économique où il y a des contraintes d'offres importantes. Donc, le marché du travail avec le vieillissement de la population, les échanges internationaux qui sont en train d'être reconfigurés, disons, tout ce qui est la transition environnementale, etc. Toutes ces pressions viennent vraiment jouer sur l'offre. Et donc, même si les taux d'intérêt ont réussi à faire diminuer la demande des consommateurs, des entreprises, il y a tellement d'enjeux d'offres que la pression sur les prix, elle est là pour rester. Et donc, les taux directeurs qui nous permettent d'atteindre et de se maintenir à une cible de 2 % d'inflation, sont plus élevés que ce qu'on connaissait avant. OK. C'est comme un peu la météo, je pense, là, maintenant. C'est qu'il faut planifier ce qu'on a planifié. On avance dans le temps, puis on check de temps en temps. Fait que ça va être la même chose, je pense, pour l'histoire des taux. Il faut être patient. Écoute, Amina, je veux te remercier beaucoup. Très généreuse de ton temps pour avoir partagé ça avec nous. Je pense que tout le monde va aimer l'information. Alors, j'étais avec Amina Braham, la directrice générale de l'Institut du Québec. Et je suis Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML. Et j'espère que cette capsule vous a plu. Merci beaucoup, Edmond. Merci, Christian.